Monsieur Eric Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Anani. Voilà, vous êtes secrétaire national à la communication, conseiller du président, monsieur Jean-Pierre Fabre. Votre parti n'a pas pris part à l'atelier organisé par l'ASCOUN. Les conclusions sont tombées. Quelle analyse vous faites, vous, de ces conclusions? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais, en ce jour d'anniversaire, m'incliner au nom du président national Jean-Pierre Fabre et au nom du bureau national de l'ANC, devant la mémoire de notre frère, notre compagnon de lutte, notre ami, notre concitoyen, notre compatriote. Je veux dire, monsieur Amorin Tavio, lâchement assassiné il y a aujourd'hui 24 ans, jour pour jour. Cet assassinat odieux a gravement marqué la lutte togolaise pour la démocratie et l'état de droit. Je dirais rapidement que cet assassinat, l'assassinat de Tavio Amorin, justifie aujourd'hui pleinement et très largement la nécessité des réformes politiques et plus particulièrement la limitation du mandat présidentiel. Parce que c'est pour conserver le pouvoir à tout prix que le régime RPT dirigé par Gnassingbé et Adema avait commandité et planifié cet assassinat. Aujourd'hui, on parle de réconciliation, de vérité, de justice, mais la CVJR ne nous a pas éclairés sur les circonstances de cet assassinat, son organisation et les commanditaires de cet assassinat. Nous les connaissons, mais nous aurions aimé que la commission Vérité, Justice et Réconciliation nous dise la vérité sur ce drame. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plusieurs autres. Maintenant, pour revenir à la question que vous me posez, à savoir pourquoi nous n'étions pas à l'atelier de Ashkroun, je pense que le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, dans son courrier qu'il avait adressé à Madame Awanana, présidente du Ashkroun, en réponse à sa lettre, a été très clair. Je précise que M. Jean-Pierre Fabre est un homme poli et qu'il répond toujours aux courriers qui lui sont adressés, contrairement à certains ministres qui ne répondent pas aux courriers des élus de la nation et qui viennent gauzer sur les chaînes de télévision ou de radio, arguant qu'ils n'ont pas le temps de répondre aux courriers. Dans la lettre de M. Jean-Pierre Fabre, il a précisé notamment que le Ashkroun et la CVJR ne sont nullement mandatés et n'ont aucune capacité à organiser les réformes politiques préconisées par l'accord politique global. Il a également souligné que Mme Awanana est totalement disqualifiée pour diriger de tels travaux, puisque elle-même a participé à la fraude électorale de 1998, laissant, elle était à l'époque présidente de la CEN, la Commission électorale nationale, et elle avait préféré ne pas promulguer les résultats et les laisser au ministre de l'Intérieur de l'époque, le général Memen, consacrant ainsi l'élection frauduleuse de M. Eyadema Gnassingbé. Aujourd'hui, la conséquence de cette fraude électorale, c'est la modification unilatérale de la Constitution en 2002, supprimant dans la Constitution la limitation de mandat
ainsi que le scrutin majoritaire à 2 tours. Nous pouvons dire avec certitude aujourd'hui que Madame Hawa Nana, comme tous les autres du RPT, a participé activement à la manipulation, au tripatouillage de la Constitution à travers sa caution pour cette élection frauduleuse de 1998. Plus grave encore, membre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, elle n'a pas jugé utile à l'époque d'expliquer à la CVJR les raisons et la réalité de cette fraude électorale de 1998 qui a été à l'origine et qui alimente aujourd'hui encore la crise qui mine notre pays. Elle devrait, au lieu d'organiser une telle réunion, elle devrait œuvrer pour que la proposition de loi déposée par les députés à l'Assemblée nationale aboutisse. C'est ce que nous lui demandons. Maintenant, nous savons que le RPT, dont le président a commandité cet atelier, n'a même pas jugé utile de participer à cette réunion, puisque le chef de l'État, M. Fournier Sibé, ainsi que les cadres de son parti, étaient tous à Evala pendant ce moment-là. Voilà de qui se moque-t-on. Je dirais de manière triviale que le comportement du régime RPT unir vis-à-vis de la population togolaise à travers cet atelier s'appelle tout simplement du foutage de gueule. Que dites-vous de ces conclusions issues de cet atelier? Les conclusions, on ne les a pas encore, puisque nous avons appris que les conclusions ont été déposées sur le bureau du chef de l'État il n'y a pas très longtemps. Mais les bribes d'éléments que nous avons obtenus par-ci, par-là, on a cru entendre et comprendre que de manière unanime, tout le monde, je veux dire les participants de cet atelier, conviennent qu'il faut absolument des réformes politiques au Togo. Et il faut surtout que ces réformes se fassent de manière consensuelle. Est-il besoin encore d'organiser des ateliers de réflexion pour savoir que le Togo a besoin de réformes politiques, réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales? A-t-il besoin de 5 jours de réflexion pour comprendre que ces réformes ne peuvent que se faire de manière consensuelle? Cela est écrit noir sur blanc dans l'accord politique global que nous avons signé en 2006, après 3 mois de dialogue intertogolais, où tout a été débattu, tout a été analysé. Aujourd'hui, on revient là-dessus. Quand vous prenez les recommandations des diverses commissions d'observation électorale de l'Union européenne et autres, c'est les mêmes recommandations. Il faut faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il faut revoir le code électoral du Togo. Quand vous lisez le protocole additionnel de la CEDEAO, il faut des réformes. Il faut respecter la loi électorale, il faut respecter la Constitution, il faut faire en sorte que les lois électorales dans les pays de la CEDEAO se fassent de manière consensuelle pour éviter des drames au lendemain des élections. Dans le protocole de Praia, ils vont plus loin en demandant même qu'il faut instaurer dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour éviter des drames au lendemain des élections, il faut instaurer la limitation des mandats.
présidentielle. La même chose a été rappelée par le CIP il n'y a pas longtemps, c'est la conférence interparlementaire de la CEDEAO qui a eu lieu ici à Lomé. La conclusion du rapport et les recommandations, c'est bien la limitation des mandats et la transparence des élections. Diantre, pourquoi le Togo se refuse à faire ce que tout le monde lui dit de faire? Quelle est la particularité du Togo pour que nous n'ayons pas la transparence des élections dans notre pays? Parce que vous savez, M. Anani, le vrai problème du Togo, ce n'est pas nécessairement la limitation des mandats. Oui, il faut la limitation des mandats pour éviter que celui qui s'incruste indéfiniment au pouvoir se permette de cumuler des crimes, fort de son impunité, oui. Mais en réalité, s'il y avait la transparence dans les consultations électorales, M. Fognassibé sera battu dès la première consultation. Il n'obtiendra même pas 10%, tous les Togolais le savent. Organisons des élections transparentes pour que, enfin, nous puissions vivre dans un pays en paix et voir le développement souhaité par tout le peuple togolais. Un développement qui va apporter au peuple togolais au moins 2 repas par jour, de l'eau potable, de l'électricité, des écoles, ainsi de suite. Voilà, votre formation politique n'a pas pris part à cet atelier. Quelle est maintenant la suite que vous réservez aux conclusions de ce atelier? Nous invitons les populations togolaises à soutenir la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par les députés. Je sais qu'hier, il y a eu la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, conférence au cours de laquelle ils ont abordé ce problème lié à la proposition de loi. Les présidents de la majorité parlementaire ont souhaité que ce dossier soit mis en stand-by en attendant que les réflexions se poursuivent à travers les recommandations de la CVJR, mais les présidents de l'opposition se sont opposés à cela, et je crois que la solution qui a été retenue, c'est que le dossier soit analysé dans des commissions pour qu'une suite soit donnée à cette proposition de loi. Et je pense que là, c'est le bon sens, à condition que ce bon sens soit également partagé par les députés de RPT unis, parce que les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales n'intéressent pas que l'opposition, elles intéressent toute la population togolaise, y compris les membres du RPT uni. Voilà, selon les informations, votre leader, M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition dont vous êtes conseiller, a entamé encore une tournée à l'intérieur, en dehors même du Togo et de l'Afrique, mais également au niveau de l'Occident. Peut-on en savoir plus? Oh non, il est parti à l'étranger. Vous savez, il a toujours, lors de ses voyages, un agenda assez chargé. Donc il sera de retour dans les tout prochains jours. Peut-être qu'on en saura plus en ce moment-là. Mais quand il partait, je lui ai souhaité vivement de prendre un peu de temps pour se reposer parce qu'il en a besoin énormément. Ça dit que c'était une tournée diplomatique à l'extérieur du Togo? On ne peut pas dire cela. Il a jugé utile d'aller en France notamment pour rencontrer certaines personnalités. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je souhaite vivement qu'il ait pu mettre à profit son séjour pour se reposer un tout petit peu, parce que M. Fabre est un homme qui travaille beaucoup et qui prend très au sérieux sa responsabilité de président d'un parti politique, le premier parti politique de l'opposition togolaise et chef de file de l'opposition. Vous savez, quand on est dans la posture de chef d'État et qu'on a cette lourde responsabilité qu'une majorité du peuple togolais est derrière soi, ça implique
beaucoup de travail, ça implique un sens élevé des responsabilités. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut qu'il ait le temps de souffler un peu, de se reposer un tout petit peu. Quand est-ce qu'il va rentrer? Pardon? Quand est-ce qu'il va rentrer? Très prochainement. Voilà, dans l'entame de notre entretien, vous parlez de M. Tavia Morin, paix à son âme. Quel souvenir gardez-vous de cet homme politique très connu, reconnu pour ses verbes au Togo? Vous savez, je le connais surtout pour des raisons familiales. Et je crois pouvoir dire que c'est un cousin. C'est un cousin, c'est un homme dont l'avenir politique était, à mon avis, très prometteur. Un homme engagé, un militant averti, un homme très brillant intellectuellement. Et je crois que ce sont ces qualités qui ont fait que le pouvoir a eu peur devant ce Togolais qui n'était pas prêt à accepter l'inacceptable pour son pays. Il y a laissé sa vie. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui ont laissé leur vie, on ne peut pas les citer tous. Voilà, donc je pense que l'histoire du peuple togolais gardera à jamais l'image de cet homme jeune, brillant, dynamique, qui a été bêtement assassiné au soir du 23 juillet 1992 à Tocoin-Blainvier. Et c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. Je ne dirais pas que s'il était en vie, il serait de tel ou tel côté, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il serait du côté de l'opposition, la vraie. Monsieur El Dupuy, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.